Avant de continuer, prendre quelques questions, on va partir sur la news là, qu'on nous évoque depuis un certain temps maintenant. Je ne sais pas si toi, Mickaël, on te l'a posé énormément de fois cette question, mais sur Bah, je crois l'USDT. que sur les 3 derniers lives, à chaque fois, on m'en a Ouais, parlé. ouais. À chaque fois, que ce soit avec Théo ou avec toi, à chaque fois, on nous en a parlé de celle-là. Donc on La, la- va, la plus on va grosse répondre. inquiétude qui était véhiculée derrière tout ça, c'est pour des personnes qui possèdent de l'USDT et qui ont peur d'un dépeg, qui ont peur justement que la valeur descende en dessous d'1 $. Et je pense qu'il faut arriver à réexpliquer un peu le contexte avec Mika, avec les choses. Je ne sais pas si tu as des news à présenter. Bah, Pour t'en déjà parler rapidement, ouais, pour présenter le contexte, je vais partager mon écran. Je sais pas si tu vois mon écran, Mick. Yes, peut-être le mettre en un peu plus gros, si tu peux zoomer dans ton navigateur. Comme Nickel. ça. Ouais, c'est mieux, ouais. Bon, là, globalement, en fait, on vous refait la news assez rapidement. C'est pas une news qui date d'hier, hein, mais c'est une news quand même importante et qui revient très régulièrement. Donc, on a décidé d'y répondre un peu plus en détail aujourd'hui. Vous avez entendu parler que l'USDT serait retiré principalement des plateformes d'échange centralisées pour les Européens. Alors, il y a eu OKX qui a dit ouvertement qu'ils allaient le délister. Mais à mon avis, Kraken, Binance et toutes les grosses plateformes le feront aussi pour les Européens. Mais un peu comme au même titre, tu vois, où à un moment donné, il y avait une réglementation très forte aux États-Unis pour Binance et ils ont dû créer en fait une structure Binance US uniquement pour les consommateurs en fait américains. Et moi, Oui, je mais me comme dis ils ont fait une SAS en France aussi, hein. On a exactement, un exactement. Binance SAS, mais c'est ce qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Mais oui, il y a des structures légales qui sont faites pour chaque pays, hein. On est bien d'accord, ouais. Donc là, le sujet du jour, et c'est ce qu'on va essayer d'évoquer, et tu commenceras peut-être par donner ton avis là-dessus, Mickaël, mais en gros, l'interrogation de beaucoup de personnes, c'est de se dire, tiens, l'USDT va être délisté pour les Européens. Si moi j'ai de l'USDT en portefeuille, est-ce que ça va m'impacter? Est-ce que je pourrais toujours utiliser de l'USDT? Comment ça va se passer? Est-ce que ça va se depeg, etc., etc. Voilà. Donc c'est un Je peu la pense news. que, ouais, je pense avant de répondre en fait à cette question, il faut reprendre un peu le contexte un peu plus global avec l'arrivée de MiCA, qui est la réglementation européenne sur les cryptoactifs. Et pour faire de manière assez simple, l'objectif, c'est d'apporter un cadre réglementaire qui est plus ou moins bon. Après, ça chacun d'en juger de la pertinence. Et le problème, c'est que dans cette volonté d'avoir un cadre qui est le plus transparent et le plus propre possible, on a le marché crypto qui évolue et qui est censé continuer de se développer. Dans tout cet univers, on a les stablecoins. Et d'après les règles du gouvernement, il faudrait que les stablecoins aient des banques, bien sûr, qui sont en Europe pour le marché européen, mais pas qu'une seule, qu'elles en aient plusieurs. Et aujourd'hui, des banques crypto-friendly en Europe, c'est très compliqué. Donc déjà, ça, c'est une vraie problématique pour les stablecoins qui souhaiteraient s'implanter sur le marché européen. Ensuite, de ce que j'en ai vu aujourd'hui, il y a cette espèce de FUD qui est balancée un peu par les plateformes. Mais si on prend les discours du patron de chez Tether, qui est quand même la personne qui est la plus impactée par ces décisions, il est plutôt sur une discussion justement avec les autorités. Parce que d'après ce que j'en ai lu, je ne suis pas un expert de Mika, donc s'il y en a, avec grand plaisir, si vous voulez compléter mes dires. Mais il faudrait qu'ils détiennent 60% du collatéral en liquidité directement dans la banque. D'après les autorités européennes, ça permettrait de protéger les utilisateurs en cas de problématique. Parce qu'ils sont basés sur l'expérience qu'il y avait eu avec la SVB, donc la Silver Bank aux US et l'USDC. Alors qu'en fait, ce qui se passe quand on entend le patron de chez Tether, il explique que c'est beaucoup plus sûr d'avoir aujourd'hui des bons du Trésor américain, d'avoir des bons de crédit de société que d'avoir de la liquidité. Il faut avoir des actifs qui sont liquides, mais pas forcément de la liquidité au premier sens du terme, d'après sa vision. Et pour moi, effectivement, je ne trouve pas ça incohérent d'avoir des bons du Trésor américain ou autre, plus que d'avoir du dollar directement dans les comptes. Ça, voilà, c'est quelque chose qui est comme ça. Et donc, l'USDT ne correspond pas à ces besoins qui sont définis aujourd'hui par la réglementation. Donc, bien sûr, le dirigeant essaie d'échanger avec les autorités pour essayer de trouver un accord qui convienne à peu près à tout le monde. Mais en attendant, les plateformes, dont OKEx, qui est basé aux Seychelles, donc vous voyez la légalité quand même de OKEx, il faut quand même la rappeler, eux, ils se sont dit directement, on va balancer du FUD en disant qu'on va délister l'USDT. Ok, libre à eux de faire ça, mais je pense que quand on est basé aux Seychelles,
c'est pas forcément la première inquiétude qu'on doit avoir. En tout cas, en tant qu'utilisateur, moi, c'est pas l'inquiétude que j'aurais en mettant des fonds chez OKEx. Après, Binance a eu un discours un peu plus tempéré, je pense. Et eux, leur intérêt, au contraire, c'est de faire sauter l'USDT. Parce qu'ils ont le FDUSD, qui est leur stablecoin à eux qu'ils ont relancé après l'arrêt du BUSD. Et donc, en arrêtant les paires USDT crypto, ça permettrait de favoriser leur paire FDUSD qui commence à monter en puissance. Donc Binance, je vais dire, ça les arrange. Ils disent rien, mais je pense que ça les arrange. Kraken, ils n'ont pas de parti pris avec l'USDC, l'USDT, le DAI ou un autre stablecoin. Donc eux, je pense qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont garder leur paire BTC, parce que dans le marché crypto, vous avez toujours une paire BTC quelque chose, c'est la monnaie de base. Et après, eux, ils vont proposer d'autres solutions, d'autres alternatives. On a déjà les fiat sur Kraken, avec lesquels on peut acheter pas mal de crypto. Il y a l'USDC, il y a du DAI. Et je ne me fais pas de souci qu'ils intégreront peut-être un autre stablecoin. Pour moi, chez Coinbase, ils ont déjà un parti pris parce qu'en fait, il y a Circle qui est dans le giron. Donc, ça va être l'USDC qui va manger globalement la part de marché. Et après, l'USDT, tout simplement, il ne va plus être trop utilisé sur le marché européen dans les plateformes centralisées. Les DEX, globalement, hormis s'ils se mettent à faire du KYC comme potentiellement pourrait le faire Uniswap dans le futur, mais ça sera sur le front-end. Le back-end restera toujours accessible. Donc, si vous avez l'USDT, globalement, ce que ça vous impacte, vous ne pourrez plus potentiellement l'échanger sur les plateformes centralisées. Par contre, sur tout ce qui est plateforme décentralisée, vous allez pouvoir continuer de l'utiliser. Et il n'y a pas de raison que ça dépègue parce qu'il y a tout le reste du monde qui va l'utiliser. Les Américains, ils n'ont pas vocation à le fermer. C'est une manne financière qui est intéressante pour eux. Ils ne vont pas taper dessus. Du moins, ils n'ont pas prévu de taper dessus tout de suite. Voilà en tout cas ma vision des choses à l'heure actuelle, d'après les news que j'ai vu passer. Et je vais peut-être partager justement un tweet du fondateur de… Mince, que je clique sur le bon bouton. Du fondateur de Tether. Hop. C'est Paolo Armino. Il y avait ce qui était dit aussi, c'est qu'au final, l'USDT, alors oui, sur les plateformes d'échange centralisées, en étant en Europe, vous n'y aurez plus accès, mais au final, vous pourrez utiliser tout un tas d'autres choses. Mais si vous faites de la DeFi, ça ne changera rien. Vous pourrez l'utiliser. Enfin, voilà, on ne va pas vous enlever vos USDT parce que vous en aviez potentiellement en portefeuille ou quoi que ce soit. D'où l'intérêt de se former, d'où l'intérêt d'apprendre à utiliser les outils de la DeFi et tout, parce que rapidement, si vous restez sur de la simplicité, qui est de rester sur des plateformes d'échange centralisées et que vous n'avez aucune connaissance, presque sur rien sur la crypto, vous n'êtes pas capable d'être autonome, d'avoir cet esprit critique, cet esprit contrariant et de gérer votre portefeuille de manière personnelle, bah, au final, vous risquez de vous faire avoir parce que les plateformes d'échange centralisées vont vers de plus en plus de censure. C'est pour ça que tous ceux qui veulent en savoir plus sur se former et tout, vous avez notre programme Crypto Investisseur dans la description. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et vraiment, il y a plus de 50 heures de contenu pour vous permettre d'être autonome dans vos investissements. Donc vraiment, jetez-y un coup d'œil. Et ce qu'il disait, du coup, c'est qu'ils sont actuellement en discussion avec les régulateurs pour justement leur exposer leur point de vue au niveau des risques sur les stablecoins régulés en Europe. Et ce qu'il explique, c'est qu'effectivement, du cash qui est déposé dans une structure mais qui n'est pas assuré poserait également une problématique. Il dit effectivement, il faut qu'on apprenne des erreurs de la Silicon Valley Bank, mais ce n'est pas pour autant de faire n'importe quoi. C'est globalement l'idée qui en est vendue derrière. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il dit, c'est qu'ils essaient de travailler. Et ça date d'il y a moins d'une semaine. C'est les dernières news qu'on peut avoir de sa part. Et eux, ils sont plutôt à essayer de trouver justement un accord avec les régulateurs que de se manger la régulation de plein fouet, sachant que la régulation, elle devrait arriver normalement début juin. Et ils ont jusqu'à, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'à fin décembre pour la mettre en place. Donc, vous voyez, ça laisse quand même une certaine marge de manœuvre avec des négociations financières qui vont être faites derrière. Il ne faut pas se leurrer. Alors là, il y a des questions, on va y répondre. Il y avait Martin, par exemple, qui disait « Comment font les plateformes style Binance pour proposer du Earn USDT à plus de 10%? Ça doit être fou les risques pris. » Alors, en effet, il y a des risques qui sont importants à chaque fois, qui peuvent être pris avec votre argent et des fois même des risques que vous ne prendriez jamais à titre personnel pour faire fructifier votre capital. Simplement, quand vous déposez de l'argent sur des plateformes centralisées, vous ne savez pas comment c'est géré. Voilà. On a vu ce que ça a donné avec Celsius, on a vu ce que ça a donné avec Nexo, BlockFi, on a vu ce que ça a donné avec FTX. Voilà. Après, les gens continuent encore de le faire parce qu'ils n'ont pas les connaissances pour faire faire fructifier. Ils n'ont pas conscience du risque. En fait, ils n'ont pas les connaissances, mais surtout, ils n'ont pas conscience du risque. Ils se disent, bah attends, Binance, c'est une grosse société, ils gèrent plusieurs milliards d'actifs. Pourquoi ils feraient n'importe quoi avec mes fonds?
Bah, justement, quand on voit que FTX, ils n'avaient même pas de comptable en fait chez eux. Ah si, ils avaient un comptable dans le métaverse. Autant pour moi. Autant pour Ouais, moi. ils avaient Mais une non, mais adresse. voilà. Non, mais c'est une blague. Et le mec de chez la DeFi, de chez Celsius, qui était pourtant réputé dans le domaine du lending et autres, mais quand on a vu les stratégies, les risques qu'il prenait, mais c'était démesuré. Même C'est n'importe un quoi. débutant n'aurait pas pris ces risques-là en fait. Parce Ouais. que c'était pas ses fonds. Et quand c'est Charles Viave qui disait ça, j'ai plus la phrase exacte, mais en fait, quand vous donnez des fonds à un tiers qui n'a aucun intérêt à faire ça correctement, il en fait n'importe quoi. C'est clairement l'idée. C'est plus la personne est déconnectée de l'argent qu'il va recevoir, plus il va prendre des risques inconsidérés. Parce Et qu'il n'a pas d'attache. après, attention, parce que là, tu vois, Martin, tu dis que l'USDT a plus de 10%, c'est énorme, mais en effet, il y a des risques qui sont importants. Après, attention aussi, parce que la dynamique de rendement en boule et en bear est vraiment différente. Et ça, en fait, ça se fait en fonction de la rareté, d'une certaine manière, des actifs. La plupart du temps, en bull run, les stablecoins, c'est pas les actifs qu'on retrouve le plus en portefeuille, parce qu'en bull run, les gens veulent s'exposer à la volatilité de la crypto, ils veulent rentrer sur du Bitcoin, de l'Ether, des alts. Donc, c'est compliqué de retrouver en proportion importante des stablecoins dans les portefeuilles. C'est pour ça que sur les plateformes de lending, de borrowing comme AV, Compound, et puis sur tout un tas d'autres plateformes qui existent un peu de partout, en ce moment et en bull market, les stablecoins, c'est ultra bien rémunéré. Si tu vas sur AV aujourd'hui, tu peux voir que l'USDT ou même du DAI ou du LUSD, qui est le stablecoin de Liquidity, par exemple, bon, tu peux obtenir des rendements qui sont super élevés. Moi, sur certaines plateformes, même des plateformes connues, on en parle dans notre programme d'accompagnement et dans le programme Crypto Investisseur. Vous avez les liens dans la barre d'infos. Mais en gros, vous pouvez aujourd'hui générer des rendements. Il y a toujours un risque, on est d'accord, mais des rendements de 30-40% sur des stablecoins en bull run, c'est possible. Et sans pour autant prendre des risques qui sont ultra démesurés avec des effets de levier, etc. Juste en trouvant des bonnes plateformes de lending, vous déposez vos stablecoins parce qu'aujourd'hui, il y a une demande qui est énorme. Et ces rendements-là, en fait, si vous déposez du stablecoin, on vous rémunère à 35% sur du DAI, par exemple. Ces rendements-là, ils viennent d'où? En fait, ils viennent en partie des borrowers, de ceux qui empruntent. Ils sont prêts à payer cher pour avoir des stablecoins parce que c'est rare d'en avoir en ce moment et parce que ils ont des stratégies qui leur sont propres pour développer leur capital en bull run. Mais en fait, ça vient de ceux qui veulent emprunter cet argent-là. En fait, si on est en bear market, avoir des rémunérations de plus de 10% sur des stablecoins, c'est pas tenable. Et on a vu ce que ça a pu donner sur Celsius, Nexo, BlockFi et tout. Bah avec encore, Pourquoi? encore c'était Exactement. l'exemple même. Exactement. 20% stable, c'était pas stable pour un clou en fait. Ils étaient en Exactement. déficit permanent. Alors après, c'était un stablecoin algorithmique, c'est un peu différent, mais non, mais encore, c'est la plateforme sur laquelle tu pouvais prêter tes UST. Oui, tout à fait. C'était justement le stablecoin de Terra. Et eux, ils proposaient 20%, mais le modèle économique, il était biaisé en fait dès le début. Ils généraient pas 20%, ils filaient 20%. Et ça, justement. Et fixe. Oui, fixe. Mais ça, c'est quand en bull market, les mecs, ils peuvent mettre en collatéral et emprunter des actifs qui vont avoir une certaine performance. Donc, tu vas récupérer, tu feras le delta des performances. En bear market, quand tous les actifs descendent ou qui ne bougent pas, où il n'y a quasiment pas de volatilité, on ne peut pas se permettre de faire ce genre de choses. Donc, en fait, les mecs sont en déficit et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas tenir des rendements qui sont à 2 chiffres ou à 3 chiffres. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre la dynamique dans laquelle vous vous inscrivez. En bull run, on va avoir tendance à retrouver des rendements sur des stablecoins qui sont super intéressants parce que aussi, il y a un risque de rester en stablecoin en bull market. Voilà. Quelqu'un qui reste en USDT, en USDC, en DAI, en bull run, quand le Bitcoin a fait un x4, x5 depuis le plus bas, c'est de l'argent que vous ne gagnez pas. Donc forcément, c'est plus rémunéré. À l'inverse, en bear market, quand vous êtes sur du stablecoin, vous prenez peu de risques d'une certaine manière. Tout le monde est un peu frileux, tout le monde reste sur du stablecoin. Et là, vous allez avoir les meilleurs rendements, c'est sur des actifs qui sont volatiles, parce que très peu de gens ont envie de rentrer sur des actifs volatiles ou d'avoir des actifs volatiles en portefeuille, surtout en bear market. Donc, c'est vraiment cette dynamique-là. C'est pour ça que gagner du 10% sur des stablecoins, de toute façon, en bull market, on peut faire bien mieux et en gérant les risques bien mieux que sur des plateformes d'échange centralisées. Mais on est d'accord qu'il y a des risques de partout. C'est pour ça qu'il faut comprendre ce que vous faites, comprendre les dynamiques et savoir concrètement comment va opérer le marché et comment vous pouvez vous positionner de manière stratégique en fonction des circonstances de marché. Je le répète, mais ça, c'est ce qu'on évoque dans le programme Crypto Investisseur. Franchement, on continuera d'en parler parce que des fois, on a des questions de personnes qui nous interrogent sur des sujets, sur de la DeFi, sur les BRC20, sur les SRC20, sur plein de choses. Tu as fait une mise à jour sur le mois de mars la dernière fois, Mickaël. Et on se dit, punaise, il y a tout en fait sur le programme Crypto Investisseur, quoi. Et c'est le programme vraiment unique en francophonie pour comprendre et avoir toutes les bases pour investir en crypto, quoi. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas.
Et je prends effectivement une réflexion de Explover qui dit une solution à l'éternel problème des stablecoins, c'est peut-être la tokenisation d'obligations court terme. On appellerait plus ça un stablecoin, mais un RWA, et Mika serait obsolète. Alors t'inquiète pas, c'est juste une question d'appellation. Les régulateurs savent très bien jouer avec ces aspects-là. Et aujourd'hui, on commence à avoir justement des produits qui sont adossés à des RWA. Et là, on commence à avoir des produits qui sont intéressants. Par contre, ça veut dire KYC, ça veut dire tout ce qu'il y a derrière. Parce qu'on est sur des titres qui sont beaucoup plus encadrés, beaucoup plus réglementés. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui possèdent de l'USDT, de l'USDC ou encore du DAI qui n'ont pas forcément envie d'avoir cette partie KYC. Et après, la question, c'est à qui on va les donner, ces stablecoins, comment on va les répartir. Et je vois également la question là, sur Twitter de Renato qui me dit, du coup, en bear market, autant ne pas prendre de risques et laisser ces stablecoins dormir au chaud. C'est une possibilité. Ou par exemple, justement, les mettre sur des endroits où on va avoir un échange avec du RWA. Maintenant, on a cette possibilité, chose qu'on n'avait pas forcément en 2021. Donc, il y a des possibilités d'obtenir du rendement. Par contre, effectivement, on ne va pas prendre les mêmes risques, on ne va pas aller sur les mêmes plateformes et on ne va pas essayer d'aller chercher les mêmes rendements non plus. C'est-à-dire que si on arrive à tirer 4-5% sur nos stablecoins via des RWA, ben, on a un niveau de risque qui est beaucoup plus faible, on a un niveau de rendement qui est beaucoup plus faible. Mais on ne va pas aller s'amuser à faire des effets de levier avec des emprunts, des boucles d'emprunt et autres. Voilà, ça dépend du marché, ça dépend des tendances. Et aujourd'hui, il y a des choses à faire. Après, c'est à vous de voir. Si vous voulez vous investir, prendre du temps et surveiller vos stratégies, il y a des choses à faire. Si vous les laissez au chaud et les oublier et revenir dans 2 ans, c'est aussi possible. Après, bien sûr, il y aura des points d'entrée qui sont intéressants pour acheter d'autres cryptos et autres. Voilà, ça dépend de combien de temps vous voulez rester dans le marché des cryptos, quels sont vos objectifs, quelles sont vos connaissances, le temps que vous voulez passer à surveiller votre portefeuille. Je connais des personnes qui achètent et qui, pendant 3 ans, globalement, l'oublient à peu près. Et je connais des personnes qui sont tous les jours dessus. C'est à vous de voir ce qui vous intéresse. Ce qui ne veut pas dire que vous aurez des meilleures performances qu'une personne qui le laissera dormir pendant 3 ans. Et ça, c'est hyper important. Ça, c'est un principe fondamental en bourse. On a toujours l'impression qu'il faut faire des actions en permanence pour gagner de l'argent. Alors qu'en fait, la plupart des gens qui gagnent réellement de l'argent sur le long terme, c'est les gens qui l'oublient. Les gens qui ont gagné le plus d'argent sur le BTC là, depuis sa création, on appelle ça des gens qui sont morts. Parce qu'en fait, leur BTC, il n'a pas bougé de leur wallet. Et ceux qui ont fait les plus grosses performances. Par contre, ceux qui ont essayé de timer le marché, eux, ils se sont fait rincer. Là, il n'y a aucune exception, aucune exception à la règle. Ouais, et c'est pour ça que c'est super important après de savoir et de mettre en lien vos connaissances, votre expertise peut-être sur un sujet, votre gestion de risque, le temps que vous voulez passer à analyser le marché, la stratégie que vous allez mettre en place, etc., etc. Parce que Mickaël vous a parlé de la bourse, et en effet, si vous faites une gestion indicielle avec des ETF, vous créez un portefeuille, vous cassez la tête pour créer un portefeuille équilibré. Une fois que c'est fait, vous le rééquilibrez une fois par an, et puis vous renforcez vos positions en DCA tous les mois, toutes les années en fonction de ce que vous voulez faire. Voilà, on sait que c'est quelque chose qui fonctionne très bien. En crypto, si vous vous dites, je fais une stratégie de farming, je vais sur la V3 d'Uniswap et puis j'apporte de la liquidité sur des ranges de prix très spécifiques, sur le ratio VRAP Bitcoin Ether, par exemple, surtout si vous êtes sur des ranges très rapprochés, par exemple, là, il y a très peu de chances, vous revenez même dans 2 heures ou dans 3 heures, votre truc, vous êtes déjà sorti du range, quoi. Donc, il y a des approches qui vont différer en fonction de ce que vous voulez faire. Plus vous allez avoir une gestion qui va être précise, plus vous pourrez vous permettre de prendre des risques peut-être qui seront plus importants, mais ça va vous demander de le suivre comme ça régulièrement. Si par contre vous dites, moi, voilà, j'ai pas envie de faire un truc qui sera trop compliqué et surtout, j'ai pas le temps de me pencher plusieurs heures par jour dessus, vous n'allez pas adopter la même stratégie. C'est pour ça que c'est super important de comprendre les outils, de savoir concrètement comment tout ça fonctionne pour après cerner et sélectionner les approches qui vous correspondent par rapport à votre situation personnelle et surtout par rapport à la dynamique du marché. Parce que ce que je vous ai dit sur les stablecoins, comprendre cette dynamique-là, aujourd'hui, pourquoi les stablecoins sont plus rémunérés et tout, la plupart des gens, ils n'en savent rien du tout. Parce que la plupart des gens, globalement, ils restent leur thune sur Binance, sur Kraken. Donc forcément, dès qu'il y a une news sur l'USDT pour dire « Oh là là, ça va être délisté », c'est la fin du monde. Parce que c'est des gens, en fait, qui n'ont pas les outils, ils ne savent pas comment ça marche. Donc, on en revient toujours au même point. Le coût d'opportunité. En fait, le coût d'opportunité. Tout ce que vous laissez aujourd'hui, vraiment, tout ce que vous laissez sur des plateformes d'échange centralisées, le rendement potentiel, c'est quoi? Du 10-12%. Le risque potentiel, c'est que vous perdez tout. À l'inverse, si vous prenez ce capital-là, vous formez, c'est peut-être un peu chiant au début parce que faut maîtriser les outils, il faut utiliser MetaMask, il faut faire des trucs. Mais une fois que vous maîtrisez,
vous pouvez faire mieux, bien mieux en termes de rendement, avec nettement moins de risques. Parce que la probabilité de perdre l'intégralité de votre capital si vous faites correctement la stratification de vos portefeuilles, révoquer les contrats, etc., etc. Et puis avec la couverture d'assurance, il y a des choses. Exactement. Voilà, ça par exemple, on prend sur Binance, il n'y a pas de couverture d'assurance. Ils n'en proposent pas. Ils pourraient vous prendre quelques pourcents en disant on vous couvre via une assurance. À titre perso, vous avez la capacité de le faire. Voilà, ça fait partie des choses, comme tu dis, qui sont très importantes et qui permettent d'avoir un niveau de rendement bien plus important par rapport à un niveau de risque beaucoup plus bas. Ouais. Mais ça, c'est des connaissances et des compétences qu'il faut. Dites-vous tout le temps, à chaque fois que vous recherchez la simplicité, de toute façon, comme dans tout dans la vie, il y aura un prix à payer. Il y aura un prix à payer. Vous recherchez de la simplicité parce que le côté ergonomique, c'est plus beau, parce que c'est simple, parce que vous pouvez gagner de l'argent comme ça. Le prix à payer, souvent, il est important en crypto. Il est super élevé. Par contre, si vous vous dites, OK, je ne cherche pas forcément la simplicité, je vais prendre le temps pour me former, pour utiliser les bons outils, pour avoir ces connaissances et tout. C'est chiant parce que beaucoup de gens n'ont pas envie de le faire et rapidement, les gens se découragent parce que c'est quand même difficile. Mais si vous arrivez à le faire, là, vous pourrez saisir des opportunités que beaucoup de gens ne prendront pas et en diminuant aussi votre risque. C'est ça qui est super avec la crypto. C'est que vous devenez votre banque. Là où, quand tu investis avec ta banque, ce que vous ne devez pas faire, bien évidemment, mais ça me rappelle toujours le t-shirt de Celsius Undunk Yourself. Ah ouais, ça c'est correct. Et ils revendaient des t-shirts comme ça, tu as à la fin Unwrecked Yourself. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, c'est ça. C'est aujourd'hui, si vous recherchez la simplicité et si vous utilisez des plateformes qui vous donnent des rendements, en général, le prix à payer, c'est que vous perdez l'accès à vos clés privées. Et si vous perdez l'accès à vos clés privées, regardez historiquement parlant ce qui s'est passé. Il y a très peu de plateformes qui ont pu passer la barrière du temps. Et les seuls qui aujourd'hui sont là depuis très longtemps, il y a en partie Binance, mais même Binance, c'est récent quand même dans l'histoire de la crypto. Les premières plateformes. Et puis ils ont migré en fonction des juridictions. Ils ont fait un peu le serpent pour arriver à se maintenir la tête hors de l'eau, Binance. Mais les seuls, c'est Coinbase, Kraken. Celles qui sont là depuis vraiment très longtemps et qui, pour l'instant, n'ont pas eu des grosses casseroles, même si elles en ont eu. Elles n'ont pas eu des trop grosses casseroles. Mais voilà, la crypto, c'est la reprise en main de votre souveraineté monétaire et d'apprendre à utiliser les outils qui existent en fait dans la finance traditionnelle. Simplement, on ne vous explique pas. On n'a pas eu à l'école on va dire, une formation sur les finances personnelles, l'éducation financière, l'éducation financière, c'est ça. Là, la crypto, ce qu'on retrouve dans la crypto, les plateformes de lending, de borrowing, là, ce qu'on voit avec les RWA et tout, il y a des trucs qui sont uniques un peu à la crypto, mais globalement, c'est un peu comme ça que fonctionne la finance tradie, sauf qu'on élimine les intermédiaires. Donc là, en fait, vous êtes obligé de vous poser des questions que vous ne seriez pas posées autrement. Et si vous ne posez pas ce genre de questions et que vous laissez quelqu'un gérer votre argent, la plupart du temps, ça se passe très mal parce que ce n'est pas son pognon, parce que la plupart du temps, ils ont peu de risques d'avoir des séquelles si jamais ils se font choper. Même SBF, tu avais fait un live avec Théo à un moment donné où on parlait de la peine d'emprisonnement avec SBF. SBF, il faut savoir que donc le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, c'est un mec qui a arrosé tout le monde aux États-Unis. Il a arrosé les démocrates, il a arrosé aussi une partie des républicains. Il a fini avec 25 ans de prison. Il a fini avec 25 ans de prison. Ross Ulbricht, qui a créé Silk Road, donc qui a créé un outil qui après a été utilisé pour vendre de la drogue, pour vendre des saloperies. Mais lui, il a créé un outil, comme ceux qui avaient créé en fait Tornado Cash, qui se sont fait éclater parce qu'ils avaient créé un outil et que sous prétexte que certains l'utilisaient pour faire du blanchiment d'argent, ils se sont fait éclater. Il avait créé un outil. Il a pris 2 peines d'emprisonnement à vie plus 40 ans, ce mec-là. Donc, il sortira jamais, de toute façon. J'aime bien les peines d'emprisonnement à vie et après, on te rajoute un petit peu. Si jamais tu viens à mourir, à ressusciter, on t'en remet encore pour 40 ans derrière. Ouais. C'est ça qui est dingue, c'est que tu te dis SBF, qui lui a fait de la fraude aggravée, ça a été prouvé. Mais il a volé des milliards, il a fait des trucs, il a arrosé tout le monde. Et Ross Ulbricht, qui a créé un outil, il a pris 2 années. C'est là que tu te dis, en fait, c'est une politique à 2 vitesses et c'est une juridiction aussi à 2 vitesses. Non, mais toujours, la justice a toujours fonctionné de cette manière-là. Si tu as du cash, tu peux avoir des bons avocats, tu peux avoir de l'influence, tu peux arriver à soudoyer certaines parties et tu peux arriver à passer sous le tapis via des accords. Et ce qui les intéresse, c'est de récupérer du pognon. Ulrich, il en avait pas beaucoup. Ils ont saisi les BTC, il n'avait plus rien. Et c'est pareil, le gars de chez Tornado Cash, il lui restait pas grand-chose.
eux, ça les intéresse pas. Eux, ils veulent en faire des peines d'exemple parce que ils ont permis d'avoir une alternative au système traditionnel. Alors que SBF, c'est de la fraude financière traditionnelle. Donc, ça les impacte pas directement. Ça a impacté des particuliers en majorité. Ouais. Donc, à partir de là, c'est juste ça. C'est en fonction de qui tu vas taper, sur quel pied tu vas taper, que tu vas recevoir plus ou moins un blâme, hein.